Vous aimez le thé ? Nous aussi. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir des trucs et astuces pour plus d'arômes, plus de plaisir et plus de bien-être. Elle Sensitive, c'est du thé et c'est surtout des conseils pour vous permettre d'améliorer votre quotidien. Alors, faites-vous une tasse de thé, prenez 10 minutes, relaxez-vous et notez l'astuce qui améliorera peut-être votre quotidien. Bonne écoute à vous. Avez-vous déjà pensé à recourir à l'hypnose ? Gregory Kemp, hypnotiseur et instructeur en hypnose hellmanienne, décrypte son travail. L'hypnose est la clé pour nous aider à modifier nos mauvaises habitudes et notamment celles qui perturbent notre sommeil. Alors aujourd'hui, vous connaissez le principe, faites-vous une tasse de thé et écoutez attentivement ces quelques conseils qui vont vous aider à optimiser votre sommeil. Si le sommeil est une de vos préoccupations, n'hésitez pas également à aller découvrir la fiche descriptive de la Dream Tea qui est conçue pour vous aider à créer un rituel autour du sommeil et donc conçu pour vous aider à mieux dormir. Je vous laisse écouter ce podcast. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner et d'ailleurs vous sur le podcast Elle Sensitive. Bonjour et bienvenue sur le podcast Prenons le thé. Aujourd'hui, j'accueille un nouvel invité qui est Gregory Kemp. Bonjour Gregory. Bonjour. Ravi de te recevoir aujourd'hui. Donc comme tu le sais, avec chaque invité, j'aime bien savoir quel type d'amateur de thé êtes-vous. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ton tour. Je vais te poser 4 petites questions et tu y répondras comme bon te semble. On y va ? Parfait, super. Alors, quel est ton thé préféré ? Alors, mon thé préféré, j'en ai pas forcément, donc je suis assez classique. Et en tout cas, il n'y a pas de thé que j'aime pas. Ou alors, j'ai pas trouvé. Bon, déjà, c'est pas si mal. Oui. Du coup, quelle serait ta tisane préférée si tu es plus tisane ? Alors là, oui, tisane, effectivement. En ce moment, je fais une tisane fraise rhubarbe qui me plaît pas mal. Tiens, c'est intéressant comme association, j'y aurais pas forcément pensé. Moi non plus, mais la boîte m'a plu, alors j'ai acheté ça et c'était sympa. Je me suis laissé séduire par le marketing et c'est plutôt intéressant. Et le goût, et finalement, le marketing t'a permis d'avoir un goût qui te plaît. Voilà, le goût me plaît aussi. Sinon, effectivement, j'aurais changé, mais le goût me plaît aussi. D'accord. Donc, toi, c'est plutôt des tisanes sucrées ou non sucrées ? Non sucré, là du coup avec fraise rhubarbe, ça l'est déjà suffisamment. Mais voilà, en temps normal, je mets pas de sucre nulle part. D'accord. Et du coup, quel serait ton moment préféré pour déguster une infusion ? Alors là où je préfère, c'est juste avant de me coucher le soir, quoi. Après manger, après le moment calme, je renforce ce petit moment calme. Et puis ensuite, je vais au lit. D'accord. Donc toi, c'est tisane lecture. Tisane et dodo. Une fois que. Tisane et dodo, c'est bien aussi. Voilà, le tisane, c'est la dernière chose de ma journée. Lecture avant à la rigueur, mais voilà, tisane, c'est signe que c'est off. Ok. C'est bien, ton cerveau, il a bien mis en place la routine. Tu nous en parleras. C'est important, effectivement, pour le sommeil. Tu nous en parleras, j'en suis sûre. Donc, en tout cas, merci pour nous avoir partagé ce petit moment un petit peu plus personnel. Et maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous dis un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et quelle est ta spécialité. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais je pense qu'il est intéressant que toi, tu le présentes. Oui. Donc, moi, je suis Gregory Kemp. Je suis sur Mantes-la-Jolie, à côté de Paris. Et je pratique l'hypnose hellmanienne, qui est effectivement une spécificité qu'on trouve encore peu en France. Pourtant, c'est ce qui se fait majoritairement dans le monde. Donc c'est une hypnose un peu plus directe. Donc je vous en parlerai peut-être un petit peu après. Mais pour continuer sur mon parcours, j'ai effectivement, comme beaucoup de personnes qui font de l'hypnose, pas commencé par ça, parce qu'il n'y a pas forcément d'études particulières, de cursus pour pratiquer l'hypnose. Et puis bon, en général, après l'adolescence, on ne se dirige pas tout de suite là-dessus, même si ça peut être amené à changer. Donc j'ai fait beaucoup de métiers, parce que ma passion, c'est d'apprendre.
Et dès que j'apprends plus trop dans un domaine, je vais vers un nouveau domaine. Donc j'ai au final à peu près une quarantaine de diplômes et de certifications en tout genre. Donc j'ai aussi bien travaillé dans la cuisine, dans la boucherie, qu'en tant que pompier, que dans la fonction publique, qu'avec des personnes âgées, avec des enfants, dans des milieux associatifs. J'ai travaillé en tant que formateur, en tant que jury, voilà, j'ai fait pas mal de choses pour arriver dernièrement à l'hypnose et au coaching. Voilà. D'accord. Et quel a été ton déclic, par exemple, pour t'orienter, parce que c'est pas quelque chose qui va de soi? Non, effectivement, ça va pas de soi. Alors mon déclic, quand j'étais enfant, comme tout le monde, on rêve tous un peu d'hypnotiser la maîtresse et les copains. Donc j'avais déjà vu ça quelques fois à la télé, donc ça m'intéressait un petit peu, mais pour moi c'était pas accessible parce que je pensais qu'il fallait avoir un don pour ça. Et un jour, j'avais un métier où j'étais DJ, j'avais ma boîte d'événementiel et j'ai rencontré un hypnotiseur et en discutant avec lui, il m'a appris que ça s'apprenait en fait, que c'était simplement de la communication et qu'on pouvait apprendre. Alors à partir de ce moment-là, j'ai la petite graine qui a poussé dans ma tête. J'ai voulu faire ça, mais j'ai freiné un petit peu parce que à cette époque-là, tout le monde commençait un peu à faire ça et je voulais pas me faire embarquer par un phénomène de mode. Donc j'ai attendu un petit peu et puis quand j'ai vu que l'idée me lâchait pas, je me suis dit on y va quoi. Je passe à l'action. Avant de faire des formations, je vais déjà faire des séances parce que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. J'avais déjà vu Mesmer à la télé, mais voilà, rien de plus. Et en faisant les séances, j'ai été un petit peu déçu parce que je faisais, parce qu'on me faisait, parce que je voyais, par l'image que du coup j'avais de l'hypnose, je trouvais ça assez lent. Et ouais, on me racontait une histoire, mais voilà, sans plus. Donc ça m'a un petit peu refroidi. Mais cette idée me lâchait toujours pas et je me suis dit mais c'est pas possible qu'on voie des choses aussi intéressantes à la télé et moi quand je vais chez quelqu'un voir un hypnotiseur, on me fait asseoir sur un pouf et on me raconte une histoire. Je me suis dit il doit y avoir autre chose. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu ce qui se faisait dans d'autres pays et donc je suis tombé sur l'hypnose hellmanienne où là ça m'a convenu tout de suite. C'est très rapide, c'est très simple, c'est très efficace. Et ça me correspond beaucoup plus dans ma manière de communiquer. C'est plus en accord avec moi. Donc, j'ai tout de suite foncé dans cette formation. J'ai réussi à en trouver une qui venait d'être traduite en français parce que en France, il y a qu'une méthode reconnue sur cette formation-là, qui est l'école MHP Hypnose, qui donne donc la formation Omni. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir la faire en français. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis maintenant, après quelques années, je suis moi-même instructeur sur cette méthode sur la France. Donc, je m'occupe de Paris et Bordeaux. Et donc ensuite, voilà, j'ai fait cette formation, j'ai commencé à pratiquer, je me suis mis à mon compte avec mon cabinet et j'ai tout de suite vu les résultats. Et je me suis dit, mais waouh, tout le monde doit faire ça, on doit apprendre ça à l'école, c'est essentiel. Du coup, ce serait quoi la différence avec l'hypnose plus classique en fait, entre celle que tu proposes et celle qui est plus communément utilisée? Alors, déjà, elles ont toutes le même objectif, c'est rassurant. Mais effectivement, il y a plein d'hypnoses. Donc en France, on entend surtout parler d'hypnose ericksonienne, mais il y en a plein d'autres. Et puis après, on pourrait en inventer tous les jours. C'est aussi devenu un peu marketing. Mais dans l'idée, il y a des hypnoses qui sont indirectes, où on pourrait parler effectivement de l'hypnose ericksonienne. Pour donner des exemples, on n'est pas dans la précision, mais un petit peu dans la caricature pour que tout le monde comprenne. Sur cette hypnose-là, on va plutôt utiliser des métaphores. On va plutôt parler de la plage, d'un voyage, d'une barque, d'un nuage, etc. Pour que les changements se fassent inconsciemment. Alors c'est un peu plus poétique, c'est assez joli, c'est un peu lent pour moi en tout cas, mais ça marche très bien. Alors que l'hypnose hellmanienne, c'est ce qu'on appelle une hypnose directif permissif, où on va utiliser des mots concrets, on va parler d'arrêt du tabac, donc on va parler forcément de cigarettes, de poison, de fumée, on va aller dans le concret. Et l'idée générale, c'est d'aller chercher la cause pour la régler, plutôt que de réussir à avoir la force de tenir. Ce qui évite d'avoir à tirer sur la volonté, parce que la volonté, elle dépend de l'énergie, et comme tout le monde, un jour ou l'autre, on n'a plus d'énergie. Parce qu'on s'est pris une réflexion, parce qu'il n'y a plus d'essence, on est en retard, ou il n'y a plus de moutarde, ou peu importe. Donc le but du jeu avec l'hypnose hellmanienne, c'est rapidement de faire en sorte de même plus avoir besoin de volonté pour maintenir les changements. Si j'ai bien compris, avec l'hypnose que tu pratiques, on peut aller beaucoup plus
rapidement sur une de nos préoccupations. Exactement. On peut remonter dans les souvenirs jusque dans le ventre de notre mère, de manière assez simple, tout simplement parce que les émotions créent la mémoire. Et donc, on peut remonter à travers les émotions pour réinterpréter justement des émotions, des choses qu'on a pu vivre pour que ça ne soit plus un problème. Je vais donner un exemple rapide. Bon, fumer, ça apporte rien. Je prends celui-là parce qu'il est assez classique. Fumer, ça apporte rien, c'est pas bon, ça coûte cher, ça nous tue. Pourtant, on fume quand même. Donc, ça, c'est difficile pour le cerveau. D'un côté, de se dire, je veux arrêter ça, mais de l'autre côté, de se dire, j'y arrive pas. Ça crée une ambivalence et c'est ça qui est désagréable et c'est ça qui amène les gens à faire une séance d'hypnose. C'est quand j'ai une différence entre ce que je veux faire et ce que je fais réellement. Je veux arrêter de fumer, mais j'y arrive pas. Je veux dormir, mais j'y arrive pas. Je veux perdre du poids, mais je continue à grignoter. Je veux pouvoir faire un pique-nique, mais je continue à avoir la phobie des papillons. Je veux partir en vacances, mais j'ai la phobie de l'avion. C'est en général là qu'on vient faire une séance. Et l'idée, ça va être de comprendre ce qui pose problème. Et en comprenant, on se rend compte qu'en fait, probablement, c'est pas qu'on avait envie de fumer, mais c'est qu'on avait envie de pas être seul. Et quand on fume, on n'est pas seul. Si je comprends que c'était ça mon besoin, alors je vais pouvoir travailler là-dessus beaucoup plus facilement qu'à me retenir de fumer, mais du coup garder cette solitude. Du coup, je vais atteindre beaucoup plus facilement mon objectif et de cette manière, je vais pas avoir de compensation. Si par exemple, je peux fumer parce que ça me permet d'être 5 minutes tranquille et que je le fais plus, quoi qu'il arrive, le cerveau va faire en sorte qu'on soit quand même 5 minutes tranquille. Donc soit je vais craquer, je vais refumer, soit je vais envoyer chez tout le monde, comme ça je reste 5 minutes tranquille, soit je vais devenir addict au sport, comme ça je reste 5 minutes tranquille. Alors que si de moi-même, grâce à l'hypnose, je comprends ça, et je trouve une autre solution qui me convienne pour être 5 minutes tranquille, par exemple en allant dans la chambre, lire un bouquin, lire un chapitre, juste 5 minutes, et après je redescends, quand je vais rentrer chez moi, j'aurai plus envie de fumer, j'aurai plutôt envie d'aller lire un livre. Alors ça, c'est différent pour chacun, parce que le besoin, l'émotion et la cause est différente pour chacun, mais c'est de cette manière qu'on retrouve l'origine du problème et qu'on arrive à la résoudre avec les bons outils du coup. D'accord, donc ça veut dire que finalement, dans ta pratique, la question du bien-être est très présente en fait. Voilà, bien sûr, effectivement, le bien-être, effectivement, pour moi, c'est quand on arrive à aligner justement cette histoire de volonté et d'habitude. C'est quand on arrive à aligner, c'est je veux faire quelque chose, je veux atteindre un résultat, j'arrive à mettre les choses en place. Je veux perdre du poids, j'arrive à changer mon alimentation, j'arrive à faire du sport, j'arrive à faire attention à mon sommeil. Pas je veux perdre du poids et j'arrive même pas à tenir un repas. Je veux partir en vacances, j'arrive à prendre l'avion, et pas je veux partir en vacances et j'ai peur ou je suis stressé. Donc que ce soit sur les émotions ou sur le corps, on travaille aussi sur la douleur, c'est très connu. Moi, je forme pas mal d'anesthésistes, de chirurgiens, de dentistes. Travailler avec l'hypnose pour gérer la douleur, la salivation, les saignements, etc. Des urticaires, des colons irritables, des choses comme ça. On aide beaucoup à gérer la douleur. Parce qu'on voit que les émotions, en fait, jouent sur le corps. Pour certains, quand on est stressé, on a des plaques, de l'urticaire, etc. Donc, de la même manière, de l'émotion, on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, pour moi, le bien-être, c'est ça, c'est retrouver cet accord entre ce que je veux faire et ce que je mets en place. Donc, du coup, ça, c'est ta définition par rapport à ta pratique, c'est ça? C'est ça, c'est ma définition. Parce que quand il y a cette dissonance, c'est là qu'il y a la petite voix qui apparaît. Et donc, du coup, c'est de remettre ça en ordre, quoi. D'accord. Donc, du coup, cette pratique peut aider un certain nombre de personnes dans des choses où elles trouvent une certaine difficulté par rapport à leur... Exactement. Soit pour régler un problème, effectivement, quand on a une difficulté, mais aussi pour aller atteindre un objectif. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie de déménager, j'ai envie de divorcer, j'ai envie d'atteindre ce poste-là, j'ai envie de... Donc, là, du coup, on est dans ce qu'on appellerait du coaching, mais c'est pareil, ça marche avec l'hypnose de la même manière, mais pour trouver les ressources qui vont nous permettre de le faire plus facilement et dégommer celles qui nous empêchaient de le faire, quoi. D'accord. Donc, du coup, est-ce que l'hypnose hellmanienne est une pratique qu'on peut faire qu'en cabinet ou alors est-ce que c'est des choses qu'on peut pratiquer seul? Ça peut se faire en cabinet, ça peut se faire en visio aussi, ça peut aussi se faire seul. Mais voilà, et même pour moi, toujours plus facile de se faire accompagner, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il faut reconnaître que tout seul, et c'est normal, on se voile la face sur le problème. Oui. Donc on peut toujours, ça fait du bien effectivement sur certains thèmes, sur du renfort, c'est toujours intéressant. D'ailleurs moi dans mes séances,
Les séances peuvent durer jusqu'à 2-3 heures parce que j'enseigne tout ça aux personnes. Donc non seulement on règle le problème, mais elles apprennent à faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et si jamais ça se reproduit, à le gérer. Donc c'est ce qui amène vers une autonomie. Mais voilà, tout seul, bien sûr que ça fait toujours du bien. Par exemple pour la douleur, une fois qu'on a fait une séance, qu'on a appris à gérer la douleur, effectivement, on va pas retourner faire une séance à chaque fois que ça se repointe. Si c'est encore le cas, si c'est une douleur qui reste parce que j'ai une maladie, j'ai un traitement ou peu importe, je vais pas aller faire une séance à chaque fois. Ou des fois j'accompagne des femmes enceintes. Elles viennent pas tous les jours pendant 9 mois, heureusement pour elles, parce que rapidement je leur apprends à travailler avec ça, à réinterpréter la douleur, à la gérer d'une autre manière, jusqu'à ce que ça soit plus un problème, quoi. Du coup, c'est une forme d'apprentissage. Exactement, c'est une forme d'apprentissage. Plus simplement, c'est un mode de communication. C'est une méthode de communication. Donc, tout le monde peut l'apprendre, tout le monde peut la pratiquer. Donc, ce serait bien qu'on l'apprenne à l'école, d'ailleurs. Ça nous faciliterait les choses. Plutôt que de nous dire apprenez votre leçon, ça serait bien qu'on nous dise comment on fait pour apprendre une leçon, déjà. Et on verrait qu'effectivement, vu que les émotions créent la mémoire, je retiendrai beaucoup plus facilement la poésie s'il y a un gros mot qui me fait marrer dedans, plutôt que si c'est le truc chiant qui n'a pas de sens pour moi. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'hypnose? Alors, il n'y a pas de contre-indication à l'hypnose, mais ça remplace pas la médecine à aucun moment. Donc, c'est toujours bien de se faire accompagner, de se faire encadrer, notamment dès que vous travaillez sur de la douleur. Normalement, d'ailleurs, un bon hypnotiseur ne travaillera pas sur la douleur si vous n'êtes pas suivi par un médecin, parce qu'il suffirait pas que vous ayez plus mal et que vous passiez à côté quelque chose d'important. Donc, c'est toujours en association. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec le poids. Donc, les gens ont des grandes pertes de poids. Faut qu'il y ait un médecin quand même qui soit à côté pour, par exemple, diminuer les traitements pour l'hypertension, diminuer un petit peu pour le diabète. Donc, faut toujours faire ça en lien avec le médecin. En tout cas, faut pas cacher à votre médecin que vous faites de l'hypnose. Et voilà, c'est un vrai travail. Ou même si vous avez un psy ou peu importe, on peut très bien travailler ensemble. Et c'est de toute façon ensemble qu'on arrivera aux meilleurs résultats. Moi, quand je suis malade, je vais chez le médecin. Donc, il n'y a pas de contre-indication, mais faut être transparent, quoi. Après, voilà, si vous êtes schizophrène, c'est peut-être pas l'hypnose qui va pouvoir vous aider. Alors moi, je suis ouvert à ça, mais quoi qu'il arrive, ça sera effectivement accompagné d'un médecin. Pareil pour les grandes addictions, les drogues, l'héroïne, certains cas d'alcoolisme. Voilà, faut aussi être accompagné médicalement. Donc, sans contre-indication, voilà, il y a des précautions à prendre, mais normalement, votre thérapeute, votre hypnotiseur saura vous avertir là-dessus. D'accord. Donc, en tout cas, si on a des pathologies, soit c'est plutôt dans une formule, on va dire, bien-être, c'est pas péjoratif, ce que je dis. Bien sûr. Soit pour des pathologies lourdes, et dans ce cas-là, c'est en association avec un professionnel de santé qui nous suit. Bien sûr. C'est toujours un accompagnement de toute manière. Ça remplace rien. Ça peut, mais on le saura qu'après. Donc, dans au cas où, on prend les précautions nécessaires. Voilà, exactement. Faut tout utiliser. C'est un ensemble. C'est pas une seule solution, mais c'est un complément de solutions qui font qu'on y arrive, quoi. Je voudrais pas. C'est certains des fois me disent oui, de toute façon, je viens vous voir parce que je crois pas aux médecins. Bon d'accord, mais moi je travaille avec les médecins quand même, donc. Voilà, on va avoir un cancer ou quoi, l'hypnose ça peut aider, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. Il faut tout utiliser, quoi. L'hypnose va aider sur le douleur, sur la gestion, sur la partie psychologique, mais voilà, on va pas non plus pour autant délaisser le traitement juste parce qu'on a l'hypnose, quoi. C'est surtout pas. D'accord, mais en tout cas c'est bien d'avoir fait ce petit point en indiquant que l'hypnose peut être un complément dans certains cas et dans d'autres quelque chose qui nous accompagne dans notre quotidien parce que on a des petites addictions pas forcément graves, mais des petites choses qui nous préoccupent. Il vaut mieux l'utiliser comme un accompagnement et à la rigueur avoir une bonne surprise parce que waouh, on avait des résultats de dingue, plutôt que de l'utiliser seul et d'avoir une mauvaise surprise parce qu'on a délaissé la médecine, quoi. D'accord. En tout cas, c'est bien d'avoir fait cette petite précision. Et moi, il y a un thème autour de l'hypnose qui m'intéresse tout particulièrement parce que ça fait partie des thématiques que nous allons aborder prochainement autour du sommeil.
Est-ce que l'hypnose peut être un allié quand on a des difficultés à s'endormir? Ouais, bien sûr, beaucoup. C'est réputé, l'hypnose, ça fait dormir. D'ailleurs, on voit Mesmer, quand il fait de l'hypnose sur scène, il utilise le mot dors, sommeil. Donc même si c'est pas ça en réalité, on a toujours comparé l'hypnose au sommeil. Les Grecs et les Romains utilisaient les temples du sommeil, qui étaient un petit peu l'ancêtre de l'hypnose. Donc oui, l'hypnose aide à favoriser effectivement le sommeil, parce que l'insomnie est aussi une habitude. Comme je peux avoir l'habitude de fumer, je peux avoir l'habitude de stresser, je peux avoir l'habitude de pas dormir. Ces choses-là sont au final des habitudes, donc on peut travailler dessus. D'accord. Et du coup, à titre individuel, est-ce que tu aurais des astuces à nous proposer autour du sommeil par rapport à l'hypnose? Bien sûr, en accompagnement, mais peut-être des choses qu'on peut faire seul aussi? Bien sûr. Alors, une petite astuce, on peut casser ce cycle d'habitude qu'on a créé de manière assez simple. C'est en changeant 2-3 petites choses dans la chambre. C'est de faire un reset, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans la chambre, on sait déjà qu'on va mal dormir. Et l'insomnie, c'est presque une phobie, en fait. C'est presque la peur de pas dormir qui fait qu'on dort pas. C'est pas tellement je dors pas, c'est que j'ai peur. Enfin, je sais déjà que je vais passer une sale nuit et donc du coup je dors pas. Donc l'idée, c'est de changer un petit peu cette réflexion-là et de changer 2-3 choses dans la chambre. Pas changer toute la literie ou peu importe, mais voilà, tourner le bouquin sur la table de nuit, dormir de l'autre côté, mettre les chaussons à un autre endroit, changer les rideaux, changer les draps, pour que quand on rentre dans la chambre, le cerveau se dise pas c'est pas la chambre où je dors pas, mais ah tiens, c'est une nouvelle chambre. On va voir ce qui se passe. Ça résout pas tout, mais au moins en faisant ça, on se relaisse la chance de re-bien dormir dans cette chambre. Donc ça, c'est intéressant. On le voit déjà. Souvent, les personnes qui ont des insomnies dorment très mal chez eux. Et par contre, en vacances, ça va. Tout simplement parce qu'on a changé le cadre, on a changé le lieu, on a changé de lit, on a changé beaucoup de choses. Et donc, du coup, le cerveau est perdu dans ses habitudes. Donc, il oublie de pas dormir, en fait. C'est un peu ça. Juste pour voir si j'ai bien compris. Est-ce que, par exemple, si on refait une petite redécoration de sa chambre, est-ce que ça peut être cette astuce-là dont tu parles? Bien sûr, mais ça peut même être encore plus simple. On peut effectivement redécorer, c'est plutôt sympa, c'est toujours bien. Redécorer, ranger déjà. Ranger, c'est effectivement aussi important, la dégager un petit peu, même mettre de l'espace. Utiliser qu'une seule fonction pour la chambre. La télé dans la chambre, ça n'a jamais eu rien de bon. La télé, ou des fois je vois des frigos dans les chambres, ça c'est pas forcément une pièce, un rôle. Même sans aller jusqu'à la redécorer, voilà, peut-être changer un petit détail sur la table de nuit, peut-être la lampe, peut-être l'abat-jour, peut-être le bouquin, peut-être dormir de l'autre côté, peut-être juste tourner le lit, peut-être des petits détails, vraiment des petits détails, 2-3 comme ça, ou changer peut-être si vous avez un parfum dans la chambre, changer d'odeur. Si vous avez des huiles essentielles ou des trucs comme ça, c'est peut-être l'occasion d'en essayer une nouvelle pour changer un petit peu l'ambiance générale, changer les lumières, l'éclairage, des petits détails comme ça, pour que le cerveau se dise « Ah tiens, c'est une nouvelle chambre, mais c'est pas la chambre où je sais que je vais pas dormir. » Donc, on trompe le cerveau, en fait. Exactement. Ah, c'est pas mal, ça. D'accord. Donc, est-ce que tu aurais une seconde astuce à nous proposer pour, pareil, améliorer notre moment d'endormissement? Une autre astuce pour tromper le cerveau, c'est... Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, on commence à rêver avant de dormir. On commence à rêver, et puis si quelqu'un rentre dans la chambre ou s'il y a un bruit, on sait qu'on dormait pas, on sait qu'on était là. Et pareil au réveil, on dort plus, mais on continue de rêver. Et puis le réveil sonne et on se dit « Ah oui, mais j'étais réveillé, pourtant j'avais pas ouvert les yeux. J'étais encore un petit peu à avoir des pensées irrationnelles. » Alors tout le monde ne le perçoit pas, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et l'idée, c'est de recréer ça. C'est de recréer ça pour faire croire au cerveau qu'on est en train de dormir et que du coup, il enclenche le sommeil. Alors comment on fait? C'est pas de commencer à penser à sa journée de demain, mais c'est de réellement commencer à avoir des pensées irrationnelles, volontaires et assez fun. Pas des pensées qui nous mettent mal à l'aise, mais avoir des pensées plutôt rigolotes, plutôt qui nous détendent. Alors on pourrait penser, je sais pas, à une vapeur de framboise bleue qui part en tapis volant et essayer de se représenter comment ça pourrait, se représenter que tiens, bah voilà, j'ai un super pouvoir, je peux traverser les murs, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, et partir un petit peu dans des pensées loufoques comme ça.
Et là, le cerveau va se dire, bah zut, c'est des pensées qui sont complètement irrationnelles, je suis peut-être en train de dormir, donc il va enclencher le sommeil. Se penser un super-héros pourrait nous permettre de nous endormir plus facilement? J'ai bien C'est compris? ça. En fait, c'est de Non, commencer à créer sérieux? le rêve que tu as envie de faire. D'accord. Commence à Ah, créer ton rêve, mais voilà, faut que ça soit du fantastique, hein. Si c'est trop concret, là, du coup, c'est d'autres aires du cerveau qui vont travailler. Mais si on est dans le fantastique et que tu pars déjà dans ton rêve, il y a de grandes chances que tu ne voyes pas la fin et que tu te réveilles le lendemain et que tu dises « Oh zut, c'était quoi déjà ?» Non, mais en tout cas, c'est une super astuce. S'imaginer d'être super-héros ou super-héroïne pour favoriser l'endormissement. Parce que de manière générale, quand on a eu, par exemple, peut-être une mauvaise journée, c'est pas vers des pensées comme ça loufoques qu'on va aller. C'est exactement ça. Et on voit que du coup, tous les gens me disent, oui, j'ai des pensées parasites, ça tourne dans ma tête, j'arrête pas de penser à ci, à ça. Bah, continue de penser, mais pense à des choses qui te plaisent. Pense à des choses qui seraient fun, qui seraient cool. Évade-toi, justement, sors de là. Sors de là. Imagine que, ok, bah, t'es à ta journée de boulot et puis il se passe un truc, t'as une super tenue, t'es habillé comme ça, on te fait des compliments et comment ça pourrait se passer? Ou t'as ton chef qui renverse son thé et du coup, il a une tâche toute la journée et lui, il s'en rend pas compte. Et voilà, c'est d'aller partir dans du fantastique, hein. Il faut pas hésiter à rêver, hein, concrètement. Et à partir dans l'irrationnel. Je sais pas, imaginez que vous êtes un lapin vert et puis vous êtes dans un terrier dans la neige, je sais pas. Faut s'autoriser à partir comme ça. Et à un moment donné, votre pensée va partir. À un moment donné, vous allez trouver un truc. Alors, peut-être au début, vous allez peut-être avoir un petit peu du mal. Et à un moment donné, il y a un truc qui va vous choper et vous allez partir dans vos pensées, puis vous allez vous endormir et puis c'est parti. C'est de recréer volontairement le rêve, quoi. Donc, profitez-en pour faire un que vous aimez bien. Et ensuite, une fois que le rêve est enclenché, le sommeil arrive. Non, ça, franchement, c'est une super astuce à vraiment tester. Bien sûr. Ça peut être vraiment fun de s'imaginer des choses. Bah, après, il y a des jours où tout se passe bien, on n'a pas de difficultés particulières, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des jours où la journée a été un peu compliquée ou difficile. Ouais. Et du coup, ces journées-là, en fait, où trouver le sommeil peut être plus difficile, en fait. C'est ça, il y a des hauts, des bas, c'est normal, hein, c'est pas forcément problématique tant que c'est pas tous les jours. Moi, personnellement, quand ça m'arrive, je fais en sorte de ne pas réussir à penser. C'est-à-dire que j'imagine le mot dors, par exemple. Dors, je me le dis, je le vois, et puis je fais en sorte de le voir un petit peu plus flou, puis de plus réussir à le dire, de commencer à le bafouiller, puis petit à petit plus réussir à le penser, et puis à la fin, il reste plus rien, et je vois jamais la fin de toute manière. D'accord. Alors, en tout cas, c'est une idée très intéressante qu'il faut tester et développer. Est-ce que tu aurais... un petit entraînement, mais ça vient assez. Ah bah oui, ça tu l'avais pas dit quand même, hein. Donc c'est pas tout de suite. Pour certains, ça va être tout de suite parce qu'ils ont déjà un petit peu cette capacité imaginative et créatrice. Pour d'autres, il y a un petit entraînement. Puis voilà, bah, si c'était aussi simple, bien sûr, ça serait affiché partout. Quand même, dans beaucoup de cas, des petits outils comme ça aide. Et il faut pas hésiter à s'en servir. Et si jamais vraiment besoin, le problème est pas résolu, faut pas hésiter à faire une séance parce que parfois il y a des choses un petit peu plus profondes à aller dégommer, à aller régler. Mais sur des petits insomnies, entre guillemets, lambda, comme ça arrive à tout le monde, des petits outils comme ça suffit en général plutôt pas mal. En tout cas, merci pour tes 2 petites astuces qui me semblent très intéressantes. Si on veut aller plus loin, est-ce que tu aurais des lectures à nous conseiller pour mieux comprendre l'hypnose dont tu nous as évoqué? Est-ce que tu aurais des lectures à nous conseiller ou des sites à aller voir, des choses comme ça? Alors en français, il n'y a pas grand-chose malheureusement. Ça va bientôt être traduit, il me semble. Mais non, en français, il n'y a pas grand-chose. Donc moi, j'en parle un peu sur mon site aussi. J'ai fait quelques articles pour expliquer un peu plus dans le détail ce que c'est que cette hypnose. On m'a aussi pas mal interviewé sur différents podcasts. Donc j'ai ça un peu sur le blog, sur une chaîne YouTube ou sur du SoundCloud aussi. Donc vous tapez de toute manière hypnose helmanienne sur Google, vous allez me retrouver assez facilement en général. Vous allez retrouver aussi l'école qui forme ceux qui souhaitent devenir hypnotiseurs. Donc il s'appelle MHP Hypnose, qui est une formation qui est donnée en français, mais qui est ISO certifiée à travers le monde entier, hein, que ce soit au Brésil, en Chine, au Japon ou aux États-Unis. Vous aurez la même formation et la même reconnaissance. Donc ça, c'est aussi un bon avantage, hein. Comme ça, on n'est pas obligé de rester
voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si on veut changer de pays, c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de tout repasser. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, c'est à peu près les seules choses que vous trouverez en français, parce que c'est encore peu connu en France. On peut peut-être trouver pas mal de choses en allemand, pas mal de choses en portugais, parce que je sais qu'au Brésil, il y en a énormément, pas mal de choses en chinois peut-être, mais alors là, je peux pas aider. Mais je sais qu'en Chine, ils sont énormément aussi. Et en français, c'est encore assez limité. Donc, faut pas hésiter à venir me contacter de toute manière, que ça soit moi directement ou par le biais de l'école MHP Hypnose, et on répondra à vos questions sans problème. De manière, dans le petit pitch qui accompagnera cet épisode, on mettra tous les liens nécessaires pour tous ceux qui veulent aller plus loin. En tout cas, Grégory, je te remercie de nous avoir partagé tout ce savoir. Moi, j'ai appris plein de choses parce que ce sont des choses que je ne connaissais pas précédemment. Donc, pour ça, je t'en remercie. Et du coup, notre épisode du jour se termine. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi pour ce podcast. Le dernier mot pour les auditeurs, c'est voilà, faites-vous plaisir avec du thé, des infusions pour créer justement un rituel pour aller au lit. Ça, c'est important aussi. Créer une routine, créer un rituel. Vous le faites avec vos enfants, faites-le avec vous aussi. C'est important. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire de l'hypnose. C'est pas un échec. C'est souvent les gens, je leur dis vous allez bien, ils me disent non, si je suis là, si, on peut aller faire de l'hypnose quand tout va bien. On peut juste le faire pour aller encore mieux. Donc, n'hésitez pas, autour de vous, regardez. De toute façon, on est partout dans le monde où vous me contactez. Mais voilà, faut vraiment pas hésiter. C'est des choses simples. Bien sûr que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, mais ça va quand même beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile avec des outils comme ça. Donc, faut pas s'en priver. Il y a pas de honte. C'est juste de la communication. C'est juste qu'on va vous réapprendre ce qu'on vous a pas appris à l'école, malheureusement. Mais ça viendra peut-être un jour. En tout cas, un grand merci à toi et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée.